Bonjour et bienvenue chez PrépaLife, la prépa Sciences Po en ligne. Donc aujourd'hui, nous allons procéder au corrigé du problème de mathématiques de la session 2009 pour le concours d'entrée à Sciences Po. Bon, alors comme vous avez pu l'observer, pour ceux qui ont suivi nos cours, en fait, il y avait une suite définie implicitement, et donc l'étude de sa convergence en passant par son sens de variation et l'étude de sa majoration ou non. Voilà, chose qu'on avait traitée à 2 reprises. Donc j'espère que vous vous y êtes retrouvés. Donc on y va pour le problème. On nous proposait donc une fonction f définie sur i égale 0 plus l'infini, d'accord, f qui a x associe, alors je vais écrire directement, f de x égale x ln de x plus 1. Bon, donc dans un premier temps, on nous demandait, partie A, de déterminer les limites de la fonction f. Là, nous allons procéder donc à une étude assez complète de cette fonction. Alors en plus l'infini c'est assez vite réglé. La limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, 7 plus l'infini. Donc par produit, la limite de x ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et par somme, là on rajoute 1 donc ça ne change rien, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, 7 plus l'infini. Bon, ce résultat je vais l'écrire ici pour ne pas l'oublier, je vais l'écrire avec des notations plus rapides. Voilà. Donc faire attention, dans un début de problème, il faut bien rédiger. Ça donne l'impression, ça donne la première impression au correcteur, c'est important. Bon, ensuite la limite en 0, donc là il s'agit d'un résultat de cours. D'après le cours, la limite de x ln de x quand x tend vers 0, pardon, 7, 0. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est 0 plus 1, c'est 1. Alors, si tant est qu'on vous demande de redémontrer ce résultat, on peut le faire différemment, d'accord? On pose x égale 1 sur x, qui tend, lorsque x tend vers 0, en étant positif bien sûr, puisqu'on est dans i, tend vers plus l'infini. Et donc, x ln de x, c'est donc égal à ln de 1 sur grand X, le tout sur grand X, c'est-à-dire moins ln de x sur grand X, qui, quand x tend vers plus l'infini, tend vers 0. Voilà, voilà l'autre méthode pour rédiger la solution. En première question, peut-être il faut faire le changement de variable. Tout dépend de ce que vous faites après, quoi. Si après vous ne faites rien, bon. Je l'ai écrit, d'accord? Voilà, la limite de f en 0, c'est 1. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, en fait, le point A de coordonnées 0, 1 est en fait un point asymptote à la courbe, c'est-à-dire que la courbe s'en rapproche indéfiniment sans jamais l'atteindre. Alors, on admet que f est dérivable sur i. Bon, là, c'est assez simple. Si on vous avait demandé de démontrer qu'elle était dérivable, c'est un produit et une somme de fonctions dérivables. Et on vous demande de démontrer que f' de x égale. Alors, quand on vous demande de démontrer que f' de x égale, c'est à double tranchant. Bon, on vous donne, ça vous aide parce qu'on vous donne la solution. Si vous n'avez pas une machine à calculer qui vous permet de déterminer les dérivées, c'est une aide. Mais du coup, il faut vraiment détailler. Alors, soit x appartenant à i, f' de x,
c'est donc égal à la dérivée de x, c'est-à-dire 1 fois ln de x, plus x fois 1 sur x. Donc là, vous appliquez la formule u' v plus v', d'accord? Plus la dérivée de 1 qui vaut 0. Et on retrouve bien ln de x plus 1. Voilà. On vous demande ensuite dans la troisième question d'en déduire les variations de f sur i, etc., etc. Alors, bon, avec un peu de métier, vous subodorez qu'il risque d'y avoir un peu plus loin un théorème à appliquer nécessitant la stricte monotonie. Donc il va falloir s'intéresser non pas simplement à la monotonie de f, on va gagner du temps pour la partie B à étudier la stricte monotonie de f. Donc il va falloir être un peu précis. Donc f' de x est strictement positif si et seulement si ln de x plus 1 est strictement positif. Si et seulement si ln de x strictement supérieur à moins 1, si et seulement si x strictement supérieur à e moins 1, si et seulement si x strictement supérieur à 1 sur e. Donc maintenant, on va raisonner par intervalle. Attention, il faut rédiger. Si x appartient à 0, 1 sur e, f' de x est strictement négatif. Donc f est strictement décroissante sur 0. 0 reste ouvert. Évidemment, la fonction n'est pas définie en 0. Par contre, là, vous savez que vous pouvez adjoindre la borne. La monotonie reste stricte. Donc maintenant, si x est strictement supérieur à 1 sur e, alors f' de x est strictement positif. Donc f est strictement croissante sur, pareil, on peut adjoindre 1 sur e plus l'infini. Voilà. Bon, c'est toujours mieux de faire un tableau de variation. Ça permet un peu de résumer tous les résultats de manière synthétique. Si après il faut avoir une idée, ça facilite les choses. Donc on a x, on a 0, on a 1 sur e et on a plus l'infini. On a f', on a f. En 0, la fonction n'est pas définie, donc c'est une double barre. Avant 1 sur e, la dérivée est négative, après elle est positive. Donc la fonction est décroissante puis croissante. On met bien les limites. Et on calcule la valeur de f en 1 sur e. f de 1 sur e est donc égal à 1 sur e ln de e puissance moins 1 plus 1. Ce qui nous fait 1 moins 1 sur e, qui est égal à mu, d'accord? On peut remarquer que mu est compris entre 0 et 1. Voilà. Je ne sais pas si on en aura besoin, mais il vaut mieux l'écrire quand on l'a. Ça évite de revenir en arrière où on s'embrouille. Donc voilà. On vous demandait de démontrer que la fonction admettait un minimum. Alors évidemment, il ne faut pas se contenter de dire que la dérivée s'annule en changeant de signe en 1 sur e et que dès lors, la fonction f possède un extrémum local en 1 sur e valant mu. Mu comme minimum. Mais c'est bien un minimum global dont on vous parle là. Donc il faut rédiger. On est obligé. Bon, ça, dès lors, j'en ai plus besoin. Donc, allons-y. F est strictement décroissante sur 0, 1 sur e. Donc, x appartient à 0, 1 sur e implique que f de x, c'est-à-dire que x et 1 sur e sont rangés dans l'ordre inverse de leurs images, puisque f est décroissante. Donc f de x est supérieur ou égal à f de 1 sur e, qui, je vous rappelle, est égal à mu. F est strictement croissante, là, pas la peine de mettre strict d'ailleurs, sur, mais c'est le cas, 1 sur e plus l'infini.
Donc, deux points, x strictement, enfin supérieur ou égal à 1 sur e, entraîne cette fois-ci que, puisque la fonction est croissante, que x et 1 sur e sont rangés dans le même ordre que leurs images, à savoir que f de x est supérieur ou égal à nouveau à f de 1 sur e, qui vaut mu. Donc là, on est simplement en train de traduire ce qu'il y a dans le tableau. Hein. Bon, donc, en résumé, quel que soit x appartenant à i, f de x est supérieur ou égal à mu. F possède bien un minimum valant mu égale de mémoire 1 moins 1 sur e, atteint en 1 sur e. D'accord? Donc cette question, c'est réglé. On demande la valeur exacte du minimum, donc c'est 1 moins 1 sur e. Voilà. Donc ça, c'est plié. On vous demande maintenant d'étudier, de donner l'équation d'une tangente, je crois. Hein. J'ai vu ça au vol. Alors, allons-y. Équation de la tangente au point d'abscisse 1. Donc nous avons besoin de f de 1, qui vaut 1, puisque ln de 1 vaut 0, et f' de 1, qui vaut ln de 1 plus 1, qui vaut donc aussi 1. On applique le cours. L'équation avec un article défini réduite, sinon des équations, il y en a plein, de delta est donc, alors, y égale f de x0, f de 1, plus f' de x0, facteur de x moins x0, ce qui nous fait y égale x. Donc delta, c'est, en repère orthonormé, la première bisectrice. C'est ça, hein, moins 1 plus 1, oui, ça fait 0. Bon, très bien. Question suivante. C'est quoi la question suivante? Cinquièmement, on pose g de x égale f de x moins x. OK. Quel que soit x appartenant à i, g de x égale f de x moins x. Donc là, je subodore, je pressens que l'on va devoir étudier la position relative de la courbe par rapport à delta. Bon, en effet, on est en train, à une abscisse donnée, de comparer les ordonnées d'un point situé sur la courbe et d'un point de même abscisse situé sur delta. Bingo, ça sera petit c. Donc, allons-y, on nous demande d'étudier les variations. OK. Alors, G est une combinaison linéaire de deux fonctions dérivables sur i, donc lesquelles? F, évidemment, et puis la fonction qui à tout x associe x, qui s'appelle l'identité, elle ne change rien, dans i, d'accord? L'identité, c'est celle qui a tout x associe x, c'est sa notation, hein, d'accord? Et je mets en indice i, puisque c'est sur l'intervalle i qu'elle opère. Donc G est dérivable sur i. Je remonte là-haut, ok? Donc, soit x appartenant à i, g' de x, est donc égal à f' de x moins la dérivée de x, c'est 1, enfin moins la dérivée de l'identité qui est 1, ce qui nous fait ln de x plus 1 moins 1, ce qui nous fait ln de x. D'accord? Bon. Alors on va en déduire le sens de variation de g.
g' de x est supérieur strictement à 0, si et seulement si, là on peut aller plus vite, x est strictement supérieur à 1. Alors là, vous ne refaites pas toutes les phrases, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante, etc. etc. Donc, allons-y. Comme précédemment, G est strictement, on en a besoin, décroissante peut-être, sur 0, 1 et strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc ça c'est réglé. On montre comme, vous ne le refaites pas, hein, c'était où? En troisièmement, que G possède un minimum valant G de 1, il est donc atteint en 1, hein, et G de 1 vaut 1 moins 1, 0. G de 1 égale 0. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de préciser qu'il est atteint en 1, puisqu'on écrit G de 1. Bon, une petite remarque supplémentaire, je ne sais pas si on en a besoin, mais on peut dire que, remarque, quel que soit x appartenant à i, si on en a besoin, G de x est donc supérieur ou égal à G de 1, qui est égal à 0. Et même, quel que soit x appartenant à i privé de 1, G de x est strictement supérieur à G de 1, qui vaut toujours 0. Ça, c'est compte tenu de la stricte monotonie. Donc, en fait, il y a un seul point de contact. OK. On nous demande, donc le signe, on l'a. Hein. Ainsi, G est strictement positive sur I privé de 1 et nulle en 1. Elle est donc positive sur I. Je détaille. Au sens large, sur I. Bon, c'est pas la peine de mettre le donc d'ailleurs. Elle est positive sur I. Voilà. Donc voilà pour le signe de G. Évidemment, on vous demande tout de suite une interprétation graphique. Donc, grosso modo, si je fais un graphique, on a quoi? On a la première bisectrice, qui est delta. Et donc, à x fixé, vous pouvez faire un petit dessin hein, sur la copie. Hein. À x fixé, vous êtes en train de comparer. Ici, on a f de x. Et ici, on a g de x. Pardon. Ici, on a id de x. D'accord? Et donc, ce que l'on vient de démontrer, c'est que on a, quel que soit x appartenant à i, f de x supérieur ou égal à id de x qui vaut x. D'accord? Ainsi, CF est situé au-dessus de delta avec un seul point de contact le point 1, 1. D'accord? C'est le seul point où il y a contact. Ce qui est un peu logique, je vous rappelle qu'en ce point-là, delta est tangente à CF. Voilà, c'est toujours bien de comprendre ce qui est en train de se passer
un peu en deçà des questions qu'on vous pose, de manière à bien rester dans l'esprit du problème et de ne pas partir ailleurs, hein, et de ne pas être simplement sur une compréhension trop superficielle des questions. Parce qu'à un moment donné, on décroche. Là. Bon, partie B. Donc c'est bon, hein, je peux effacer. Partie B. Bon, ça peut être quand même une bonne idée de voir la tête qu'a. Donc là, on a delta. Là, on a le point 1. Là, on a le point 1. Donc, grosso modo, la courbe, elle fait... Là, il y a quelque part 1 sur E. Là, on a mu. C'était pas demandé, mais... Voilà à peu près la tête de la courbe. D'accord? Donc, on vous demande de démontrer que l'équation f de x égale 2 admet une unique solution alpha dans i. Donc, en 2, on est là. Donc, évidemment, tu regardes et il y a effectivement une seule solution alpha. D'accord? En effet, c'est la seule abscisse, enfin, c'est l'abscisse du seul point qui a pour ordonnée 2. Bon, alors, il va falloir le démontrer. Donc, ça, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. C'est un théorème. Donc on passe dans la partie B, là, d'accord? Donc partie B, première question, démontrer que... Bon, on va dérouler. On va d'abord s'occuper de ce qui se passe sur 1 sur E delta, d'accord? Je me demande dans quelle mesure on ne va pas évacuer tout de suite. Oui, si. Remarque, f est décroissante sur 0, 1 sur E. Donc, si x appartient à 0, 1 sur E, j'évacue l'intervalle de gauche, hein, d'accord, où il n'y a pas de point solution. Alors, f de x est en dessous de la limite qu'on obtient en 0. C'est un peu juste, ça y est, en terminale. Inférieur à la limite de f en 0 qui vaut 1. Donc, f de x est évidemment différent de 2. Donc, la seule solution possible, s'il y en a une, et il y en a une, et une seule, elle est sur 1 sur E plus l'infini. Alors, allons-y. F est continu. Bon, alors, il y a plusieurs façons de le rédiger, ça. Hein. On va essayer de le rédiger en respectant scrupuleusement le programme, même si, du coup, c'est un peu plus lourd. F est continu sur 1 sur E. Alors, en quel endroit je vais me placer pour être au-dessus? Ouais, d'accord. Alors, f est continu sur 1 sur E plus l'infini. Je faisais un petit calcul au brouillon. F est continu sur 1 sur E plus l'infini. En outre, f de 1 sur E est égal à mu, et mu, c'est évidemment strictement inférieur à 2. Et la limite, oui, on va le faire comme ça, de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On applique le théorème des valeurs intermédiaires. F s'annule, sous-entendu au moins. Au moins une fois sur 1 sur E plus l'infini. Bon, la question c'est de savoir, c'est la question qu'on peut se poser en termes de rédaction. Cette difficulté provient strictement du fait que vous n'avez plus la notion de bijection. Hein. Sinon, ça se rédige à toute vitesse. C'est est-ce que vous ne pouvez pas tomber sur un correcteur qui attende que vous disiez que par exemple en 3, f de 3 est supérieur à 2, et donc elle s'annule en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires sur 1 sur E 3 au moins une fois. Et puis au-delà de 3, comme elle est croissante, elle ne s'annule plus.
C'est un peu lourdingue à rédiger, hein, mais bon. Moi là, je mets les points. Je vous donnerai l'autre rédaction après, hein. En outre, f est strictement croissante sur 1 sur E plus l'infini. Donc f s'annule. Pardon, je dis s'annule, mais c'est pas s'annule, hein. Aïe, 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 pardon. Prends la valeur 2. Excusez-moi. F prend la valeur 2. Une fois et une seule. Elle ne peut pas revenir sur ses pas, d'accord? Sur 1 sur E plus l'infini. D'accord? Compte tenu de la remarque initiale, à savoir qu'elle ne prend pas la valeur 2 sur 0, 1 sur E, l'équation f de x égale 2 possède bien une solution et une seule dans I. On la note alpha. Remarque, nous on l'a vu, alpha est supérieur ou égal à 1 sur E. Voilà. Donc ça c'est fait. On vous demande de démontrer sans utiliser la calculatrice que alpha est inférieur ou égal à 2. Alors, ça c'est la question numéro 2. Deuxièmement, montrons que alpha est inférieur ou égal à 2. Donc là, il va falloir être un petit peu futé. Ok. Soit x appartenant à i. Ce que l'on sait déjà, c'est que on a f de x supérieur ou égal à x. D'accord? Ça, c'est la question. C'est la cinquième question de la partie A. Confère à cinquième question. Ok? Donc, oui, on va même se mettre dans, si vous voulez, 0 plus, enfin, pardon, 1 sur E plus l'infini. Voilà. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe. On va démontrer que alpha est inférieur ou égal à 2. Hein. On a f de alpha égale 2. Et alpha est supérieur ou égal à 1 sur E. Donc, on peut appliquer l'inégalité qui est là. On a f de alpha qui est supérieur ou égal à alpha, idest de supérieur ou égal à alpha. Voilà. Donc, alpha est inférieur à 2. Ensuite, donc, question suivante, c'est bon? Question suivante. Ah, alors, on admet que. Ok.
alpha carré moins alpha est supérieur à 1. D'accord? Bon. Donc la question maintenant, c'est d'en déduire une minoration de alpha. Bon, très bien. Alors, allons-y. Considérons le trinôme du second degré P de x égale x carré moins x moins 1. Bon. On va calculer son delta. Delta est égal à 5. On a donc les racines qui sont x1 égale 1 moins racine de 5 sur 2, qui est négatif, et x2 qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. P de alpha est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, par hypothèse. Donc, alpha est à l'extérieur des racines. Donc, alpha est inférieur ou égal à x1 ou alpha est supérieur ou égal à x2. Mais, on sait que alpha est positif. Donc alpha ne peut pas être inférieur ou égal à x1 puisque x1 est lui-même négatif. Donc alpha est supérieur ou égal à x2 qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. OK? Alors on vous demande d'en déduire un encadrement de alpha à 0,2 près. Allons-y. On a ainsi plus racine de 5 sur 2 inférieur ou égal à alpha inférieur ou égal à 2. Hein, c'est ce qu'on avait démontré précédemment. Bon, ben là, il faut se saisir de sa machine à calculer préférée. Parce que 1 plus racine de 5 sur 2, au secours. Je fais le calcul. Ok, et on va diviser ça par 2. Et donc on a alors on est embêté là. Parce qu'on a quoi? En fait, ce que à la calculatrice, enfin à l'aide de la calculatrice, on a 1 plus racine de 5 sur 2, étrange ça, 1 plus racine de 5 sur 2, ça nous fait, attendez que je ne me plante pas, ça nous fait, ma machine donne, on va le rapprocher, 1, que c'est supérieur à 1,618. Ok, bon, donc il va falloir faire un calcul supplémentaire, au secours. Bon, très bien. Dommage. En effet, je pensais que c'était terminé. En effet, donc on sait donc que alpha, attention de bien prendre un minorant de 1 plus racine de 5 sur 2. Parce que là, si par exemple vous preniez 1,62 en vous disant, bon voilà, à 10 moins 2 près, ouais, mais il se peut très bien que votre alpha il soit entre le 1,618 et le 1,62. Auquel cas, vous n'avez pas le droit de dire qu'il est supérieur à 1,62. Ce serait une erreur. Donc il faut bien prendre un minorant de cette borne. Et là, si on n'avait pas un nombre facile à manipuler, un majorant de celle-ci. Hein. Donc, faites attention à cette erreur-là. Hein. 1,618 est inférieur ou égal à alpha, qui est inférieur ou égal à 2. Bon, il va falloir encore calculer un truc. Donc, on va prendre la moitié, hein, une sorte de dichotomie, mais courte, quoi. Donc, on va prendre 2 plus 1,6, ça fait
Aïe, 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 aïe. 2 plus 1,6, ça fait 3,6. 3,6 divisé par 2, ça fait 18. Ça fait 1,8. Ça marche. On calcule. On prend celui qui est au milieu, à peu près. Hein. On calcule f de 1,8. Enfin, plus précisément, on étudie le signe de f de 1,8. Alors, f de 1,8, j'y vais, je reprends la machine. Ça nous fait... Oui, ça, c'était pas gentil, hein, ils auraient pu quand même... Ok, donc ça nous fait 1,8 multiplié par ln de 1,8, d'accord? Plus 1, pardon, pas le signe, je refais toujours la même bêtise. C'est ça, la position par rapport à... Alors, la position par rapport à 2. Donc ça nous fait égal, et ça c'est égal à 2,05. Donc ça, c'est strictement supérieur à 2,05. Donc autrement dit, il faut comprendre ce qui se passe là. Hein. Vous avez une courbe qui monte là, d'accord? Et vous savez que votre alpha, il est situé entre 1,618 et 2. D'accord? Bon, et vous ne savez pas, bon, je l'ai trop mis au milieu là. Et vous ne savez pas si, donc en alpha, ça vaut 2. D'accord? Et vous ne savez pas s'il est plus proche de 1,618 ou plus proche de 2. D'accord? Donc pour savoir s'il est plus proche de 1,618, enfin s'il est sur cette première moitié d'intervalle ou sur cette seconde moitié d'intervalle, je regarde ce qui se passe en f de 1,8, qui est à peu près le milieu de l'intervalle. Et ce que je montre, c'est que f de 1,8 est supérieur à 2. Autrement dit, votre alpha, il est entre 1,618, ça on le sait, et il est inférieur à 1,8. Donc, ce que vous pouvez affirmer, c'est que alpha est inférieur à 1,8. D'accord? Vous pouvez préciser par croissance de f. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a? Le alpha, on a déjà prouvé son existence, hein, donc ce n'est pas la peine de la reprouver en invoquant le théorème des valeurs intermédiaires, on l'a déjà fait. Donc, par croissance de f, qu'est-ce qu'on a? On a 1,618 inférieur ou égal à alpha, inférieur ou égal à 1,8. Donc vous, on vous demande un encadrement à 0 de près. Ou, donc on va élargir un peu, 1,6 alpha 1,8. D'accord? Donc vous savez que alpha est compris entre 1,6 et 1,8. OK? Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande? Il n'y avait pas le mot algorithme là? Il me semble que si. Donc allons-y. On souhaite obtenir un encadrement de alpha à 0,001 près. Proposer l'écriture d'un algorithme qui répond à cette question. Bon, eh ben allons-y. Donc vous avez deux choix, soit dichotomie, soit balayage. On va faire balayage, c'est moins risqué, si vous avez mal révisé les algorithmes. Donc allons-y. Donc on va partir de 1,6, d'accord? On va avancer à l'aide d'un pas de 0,001 et on va s'arrêter dès lors que l'on va franchir la barrière 2, d'accord? Alors, allons-y. Tout d'abord, on déclare les variables. Alors, dans les variables, il y a le pas, je l'appelle P, okay, qui vaudra 0,001. Donc là, on est en train de réserver les variables dans la machine. De quoi est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai besoin de la borne qui bouge, X, et puis j'ai besoin d'un Y. Bon. Et tout ça, ce sont des réels. Voilà. Donc ensuite, là on a déclaré les variables. Maintenant, on va affecter les variables. Donc dans P, on met, bon, c'était pas la peine de mettre P, mais enfin c'est plus clair après quand on relit les programmes.
0, c'est quoi? C'est triple 0? Non, double 0, 1. Dans x, je mets 1,6. Alors attention, en informatique, la virgule se note par un point. Et là, j'ai dit combien? Excusez-moi. Oui, c'est ça, point virgule. Ensuite, mon y, je m'en fiche de y quand je vais rentrer dans la boucle. Bon, simplement, il faut que j'en prenne un largement inférieur à 2 pour être tranquille. Donc là, tu prends n'importe quelle valeur. Tu mets par exemple y de point égal 1. Bon, et là, tu rentres dans une boucle conditionnelle. While, tant que. While y strictement inférieur à 2, d'où quoi? Bon, 1,6, c'est pas la peine de le vérifier, puisque 1,6, de toute façon, on sait qu'il est en dessous de 2. Donc, on monte tout de suite x. Là, on incrémente un peu, enfin, on décale un peu, pardon. X, 2 points égale x plus le pas. D'accord? Ensuite, on calcule le y. Y, il est égal à, je ne sais plus où c'est x fois ln de x plus 1. Point virgule. Donc là, je suis sorti de la boucle. Il faut que je sorte de la boucle. Odd. Bon, donc ça veut dire que votre ordinateur va boucler, d'accord? Donc ici, il rentre dedans puisqu'on est inférieur à 2 et il vous calcule f de i de 1,601, 601. F de 1, 601. Bon, ok, f de 1, 601, on va faire l'hypothèse, peu importe, on fait la machine, que c'est encore inférieur à 2. Donc tu re-rentres dans la boucle et tu calcules f de 1, 602. Et là, tadam, tu sors de la boucle parce que tu viens de passer au-dessus. Donc plus précisément, tu ne re-rentres pas dans la boucle, d'accord? Puisque l'image vient de passer au-dessus de 2. Donc là, on a trouvé les bonnes valeurs, il suffit de les afficher, disp. Donc quelles sont les valeurs à afficher? Les valeurs à afficher sont, alors il ne faut pas se planter, le dernier x, c'est le x qui permet de passer au-dessus de 2, d'accord? Donc c'est celui qui est après alpha. Donc il faut afficher x moins p, et puis x. D'accord? Bon, j'ai oublié de mettre begin. And. Le begin, bon alors ça dépend des programmes, des langages, je veux dire. Mais vous pouvez le mettre là si vous voulez. Mais enfin, généralement, on ne le met pas là. Mais là, on ne vous embêtera pas là-dessus. D'accord? Donc voilà le programme, avec une boucle. Donc ça, vous l'avez déjà vu, non, je pense, le balayage, donc j'insiste pas là-dessus. Voilà. Donc, vous pouviez aussi le faire par dichotomie. Hein. Donc maintenant, on arrive dans la partie C. Partie C. Et n est dans n étoiles. Bon, je vais traiter le cas n égale 1. Non, pourquoi? Non, non, c'est bon. Ouais, d'accord. Alors, première question. Si x appartient à 0, 1 sur E, on sait que f de x est strictement inférieur à 1. Confère B, premièrement. On ne le refait pas là, hein, c'est bon. Donc autrement dit, j'ai oublié de prendre n dans n étoiles, soit n dans n étoiles. Ainsi, on sait que f de x est différent de n. Donc la seule solution possible, s'il en existe une, alors on va démontrer qu'il en existe une, puis on va démontrer qu'elle est unique, et bien évidemment c'est au-delà de 1 sur E. Alors, f est continu sur 1 sur E plus l'infini.
Or, de plus plutôt, de plus f de 1 sur e qui est égal à mu. Je te rappelle que mu c'est 1 moins 1 sur e. C'est strictement inférieur à 1. D'accord? Qui est lui-même inférieur ou égal à n. Bon, donc f de 1 sur e est strictement inférieur à n. Et limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. On peut appliquer le TVI, f s'annule, pardon, oh là là, prend la valeur, je vais y arriver, n, au moins une fois sur... Alors on peut même exclure 1 sur e, puisqu'on sait que f de 1 sur e est strictement inférieur à n. Sur 1 sur e plus l'infini. Bon, alors ensuite, il faut démontrer qu'elle est unique, cette valeur. En outre, f est strictement croissante sur 1 sur e plus l'infini. Donc f prend la valeur n une fois et une seule. Vous pouvez fermer. Hein. Une fois et une seule, c'était pas faux, mais bon. Sur 1 sur e plus l'infini. Oh, je vois pas pourquoi je m'embête là. Vous embêtez pas. J'essaie de jouer au plus fin, mais vous ne gagnerez pas de points avec ça, donc ne vous embêtez pas. Sur 1 sur e plus l'infini. Compte tenu de la remarque initiale, compte tenu de la remarque initiale, d'accord, f prend la valeur n une fois et une seule sur i. Remarque, on a tout de même, alors on la note, alpha n. Remarque, on a vu que alpha n était supérieur à 1 sur e. D'accord? Préciser la valeur de alpha 1. Bon, on ne va pas y passer la journée. f de x égale 1. Si et seulement si, x ln de x plus 1 égale 1. Donc x ln de x égale 0. Si et seulement si, x égale 1. Vous vous rappelez que x est strictement positif. Donc la valeur x égale 0 n'est pas acceptée quoi, hein, comme solution. Donc alpha 1 égale 1. D'accord? Voilà, ça c'était la question numéro 2. Question numéro 3, montrer que la suite alpha n est croissante. Donc soit n appartenant à n étoiles, on sait que f de alpha n égale n, et on sait que f de alpha n plus 1 égale n plus 1. Donc ce genre de choses-là, on l'avait fait une ou deux fois hein, au minimum. Donc c'est classique. Donc f de alpha n plus 1 est supérieur ou égal à f de alpha n. Mais alpha n et alpha n plus 1 appartiennent tous deux à 1 sur e plus l'infini. Et f est croissante sur
1 sur E plus l'infini. Donc, les images et les réels et leurs images sont rangés dans le même ordre. Donc, alpha n plus 1 est supérieur ou égal à alpha n. Classique. Ainsi, alpha n est croissante. Ok. Démontrer que la suite alpha n n'est pas majorée. Alors, on y va. Ouais. Oh. Bon, il y a une méthode qui me saute aux yeux. Je ne sais pas s'il y en a une autre. Quatrièmement, quel que soit n appartenant à n étoiles, f de alpha n égale n. Par l'absurde, ab absurdo, supposons que alpha n est majorée. Étant croissante, elle converge vers L, d'accord, qui, compte tenu du fait que la suite est croissante, est un majorant des valeurs prises par la suite, donc en l'occurrence, c'est supérieur ou égal à alpha 1 qui vaut 1. Donc là, c'est le théorème de convergence monotone hein, que l'on invoque. Voilà. Bon. F étant continu, sur, donc je travaille à partir de 1 plus l'infini, il vient limite de f de alpha n quand n tend vers plus l'infini égale f de L, qui est un réel. D'accord, je le reprécise. Mais la limite de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de ce qui est égal à n, c'est-à-dire f de alpha n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc cette expression-là, f de alpha n, elle tend vers un réel et elle tend vers plus l'infini. D'où la contradiction. Alpha n n'est pas majoré. Et on enchaîne tout de suite sur la dernière question. 5e question. Étant croissante et non majorée, la suite alpha n tend vers plus l'infini. D'accord? Terminé. On arrive à la partie D. Partie D. Alors, U0 élément de I, on définit une suite, hein, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on nous demande de démontrer? Montrer que si U0 est égal à 1, alors la suite est constante. Bon, 1 est ce qu'on appelle un point fixe de la fonction f, donc c'est classique. Premièrement, par récurrence. Alors, U0 égale 1. Soit n appartenant à grand N, supposons... n étoile, pardon. Non, n. Supposons un égale 1. Alors, un plus 1 égale f de un égale f de 1 qui est égal à 1. De l'axiome de récurrence,
il appaire, verbe apparoir, peu utilisé mais qui existe, il appaire, on a le droit d'être un tout petit peu snob en mathématiques quand on rédige, il appaire que l'on a bien, quel que soit n appartenant à grand N, un égale 1. Rideau, elle est constante. La suite un est donc constante. Montrer que la suite est croissante. Ça va, ça. C'est classique. Alors c'est pareil, on en avait fait 3. Deuxièmement, soit n appartenant à grand N. On sait quoi? On sait que un appartient à i et un plus 1 appartient à i. Bon. Non, on n'en a pas besoin du un plus 1. Un appartient à i. Pourquoi? Bon, on va voir après. Alors, on a montré, quel que soit x appartenant à i, f de x est supérieur ou égal à x. Donc, dans le cas présent, f de un est supérieur ou égal à un. Ainsi, un plus 1 est supérieur ou égal à un. Alors, j'attire votre attention sur le fait que là, il y a une petite, c'est pas la première, c'est la deuxième, mais celle-ci est plus embêtante. Il y a une petite imprécision dans l'énoncé, à savoir qu'on vous dit qu'on définit la suite un par son premier terme, élément de i, et pour tout n, un plus 1 égale f de un. Pour pouvoir calculer f de un, il faut que un soit dans i. Donc il faudrait dire que l'on a admis ou faire démontrer aux étudiants, aux élèves, et là on ne vous le demandait pas, que un est toujours dans i. D'accord? Donc en fait, le un appartient à i, vous mettez par hypothèse floue de l'énoncé. Sinon, la suite n'est pas définie. Donc à partir du moment où on vous dit que la suite est définie, c'est que nécessairement un est toujours dans i, sinon tu ne peux pas calculer f de un, puisque f opère sur i. Et là, il y a une imprécision un peu fautive quand même dans l'énoncé. Bon, montrer que la suite un est croissante, ça c'est fait. D'accord? Puisque un plus 1 est supérieur à un. Ainsi, un est croissante. Bon, maintenant on va vous faire montrer qu'elle est bornée. Ok. Alors, donc on travaille sur 0,1 quand même. Ok. Bon, je vais le rédiger comme ça. Il y a deux façons de le rédiger au moins. Donc on suppose que U0 appartient à 0,1 ouvert. Bon. Alors, on vous demande de démontrer que... Bon, évidemment, c'est une récurrence. Voilà. Soit n appartenant à grand N, on suppose... Ah, mettez pas on suppose là. Par hypothèse, sinon ça fait trop de suppose. Par hypothèse, U0 appartient à 0,1. Soit n appartenant à grand N, on suppose 0, un, 1. Et donc il faut démontrer que un plus 1 est alors... Eh ouais, on n'a rien sur la monotonie. Si, on va s'en sortir. Donc par disjonction des cas. Premier cas, 0, un, 1 sur E. F étant strictement décroissante. Ah ouais, on est coincé là, on est quand même obligé de... Là aussi, il y a un souci. Bon, enfin bref. F étant strictement décroissante sur
0, 1 sur E, et continue sur cet intervalle, c'est la valeur en 0 qui nous pose un problème, parce que ce n'est pas la vraie valeur en 0, c'est la limite de la fonction en 0. Et ça, depuis le début, je me rends compte qu'il y a un truc là-dessus, ils auraient... Enfin bon, bref. Et continue sur cet intervalle, on a quoi? On a f de l'intervalle 0, 1 sur E égale, donc on retourne l'intervalle, mu, et là on regarde la limite de f en 0 qui est 1. Mu 1, je vous rappelle que mu est positif, donc ça, c'est inclus dans 0,1. D'accord? D'où un plus 1 qui est égal à f de un appartient à 0,1. Deuxième cas, on a 1 sur E, un. F étant, là par contre ça va plus vite, 1. F étant strictement croissante sur 1 sur E, 1, on a f de 1 sur E inférieur ou égal à f de un strictement inférieur à f de 1. Je vous rappelle que f de 1 vaut 1. Et je vous rappelle que f de 1 sur E vaut mu, qui est strictement positif. Ensuite, vous vous souvenez que f de un, c'est un plus 1. D'où 0, un plus 1, 1. Donc, dans tous les cas, un plus 1 appartient à 0,1. Oui, il y a un petit souci théorique qui est loin d'être un souci anecdotique, c'est que on est gêné avec cette histoire, avec ce qui se passe en 0, parce qu'en 0, ça n'est pas f de 0. En 0, c'est la limite de f en 0, puisque f n'est pas défini en 0. Et pourtant, dans les raisonnements, on fait comme si on pouvait manipuler la limite de f en 0 comme f en 0. C'est pas si simple ça en fait. Donc de toute façon vous ne pouviez pas contourner ça, donc il fallait faire comme si. Mais il y a là encore quelque chose d'un peu gênant sur le plan théorique. C'est un peu plus embêtant là. Donc bon, vous aurez les points, hein, c'est sûr. Mais puisque de toute façon vous n'avez pas. En fait, ce qui vous manque comme théorème, si vous voulez, c'est un peu comme le théorème de convergence de monotone des suites. Quand une suite est croissante majorée, elle converge et sa limite est un majorant des valeurs. Ça marche un peu pareil avec les fonctions. Ça marche presque pareil avec les fonctions. Quand la fonction est croissante majorée, elle possède une limite. Bon, et là on est un peu dans une situation de ce type avec ce qui se passe en 0. Sauf que bon, voilà, c'est décroissant, mais ça revient au même. Voilà, donc là il y a quelque chose qui est un petit peu gênant, mais bon, c'est pas grave. Vous manipulez la limite de f en 0, qui vaut 1, comme si c'était f de 0. D'accord? Alors, en déduire que la suite, bon alors du coup, du principe de récurrence, il apparaît que l'on a bien, hein, je ne le réécris pas, quel que soit n appartenant à n, un est dans 0,1. Ainsi, un est croissante et majorée, elle converge vers un réel L de l'intervalle fermé 0,1. D'accord? Il faut fermer, hein, les limites, ça peut être les bornes. Hein. Ça, c'est le théorème de convergence monotone. Voilà. Et ensuite, on vous dit, on admet que la limite L est solution de l'équation f de x égale x. Bon, on ne va pas y passer la journée. Donc, f de x égale x. Là aussi, il y a un truc qui est un peu tiré par les cheveux, parce que du coup, quand tu écris f de x, il y a quand même quelques imprécisions, plus que l'année dernière. Hein. F de x égale x, en fait, on est un petit peu gêné pour ce qui se passe en 0. D'accord? Parce que... et là, implicitement, on est en train de te dire, ouais, mais fais attention, L est solution de f de x égale x, donc sous-entendu, x ne peut pas être nul. Pourquoi? Parce que f n'est pas défini en 0. C'est toujours ce problème qui court là. Bon, donc f de x égale x, donc ça, c'est sous-entendu x strictement positif, d'accord? Bon.
Donc il s'agit de résoudre l'équation f de L égale L. Enfin f de x égale x. Et ça équivaut à x égale 1, confère, dans la partie A, la cinquième question. Hein, toujours les points communs entre la courbe et delta. Ainsi, UN converge vers 1. J'aurais rédigé le sujet, moi j'aurais plutôt dit, plutôt que de le formuler comme ça, où il y a quand même une grosse ambiguïté, pour être gentil, j'aurais dit, on admet que L est strictement positive. Voilà. Ou alors on pourrait essayer de se débrouiller pour vous le faire démontrer, mais on aurait manqué de temps. Mais on admet que la limite est strictement positive. Quelle est cette limite? Bon, ok. Et là tu appliques le cours, comme f est continu, f de un va vers f de L. Et comme un va vers L, eh bien, L est nécessairement une solution de l'équation f de x égale x. Mais cette valeur en zéro, depuis le début du problème, court et pose un souci. Bon, je pense que ça n'a pas dû beaucoup troubler les élèves, mais et puis de toute façon, rassurez-vous, si sur ce passage vous avez été un peu flottant, vous aurez les points parce que l'énoncé est lui-même flottant. Pas être plus exigeant avec les élèves qu'on ne l'est quand on rédige le sujet. Ça n'est pas moi. Bon, bien écoutez, bonne journée, et puis n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, et préparez les oraux, ils arrivent.